On va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet et vous parler des objectifs de ce webinaire sur les risques liés au travail sur écran. Ces objectifs, c'est de vous permettre de comprendre les risques pour la santé liés au travail sur écran, d'avoir des notions qui vont vous permettre de bien aménager votre poste de travail au bureau et ou en télétravail, sachant que le télétravail, effectivement, par rapport à la période qu'on vient de vivre, s'est démocratisé, peut-être plus vite que si on n'avait pas eu cette crise, et que beaucoup d'entre nous partagent du temps de bureau et du temps de télétravail, donc ça nous paraissait important de faire un zoom aussi sur le domicile. Donc à chaque fois, vous verrez, lorsque ça s'y prête et que les notions générales ne suffisent pas, on va faire un zoom et éclairer sur le télétravail. Et puis tout ça pour contribuer à améliorer la qualité de vie au travail. Sachant que là, on est vraiment sur des conseils d'ordre généraliste, des conseils où on part du postulat qu'on tend vers l'idéal. Maintenant, on sait aussi que par rapport à votre activité, au travail que vous réalisez, du coup, il y a des choses qui seront possibles ou non. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la meilleure installation, c'est celle qui vous convient. Maintenant, nous, on est là pour vous donner des éléments qui vont vous permettre de faire des choix. Donc, soit ce qu'on vous suggère, vous avez envie de le tester, vous le mettez en place, ça vous convient et c'est parfait. Soit vous testez, ça vous convient pas et vous revenez en arrière, soit vous estimez que c'est pas nécessaire de tester parce que vous êtes bien aujourd'hui. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner des explications et des possibilités de choix quant à votre installation. Dans le cadre de cette présentation, du coup, on part sur 1 heure a priori de présentation. Donc, on a démarré à 9h30. On pense pouvoir terminer à 10h30. On s'excuse d'avance si on déborde un peu. Et puis, au-delà de 10h30, on consacrera du coup, j'allais dire les échanges, mais pas vraiment, les réponses aux questions tout au moins. Et donc, si vous pouvez rester, c'est super. Et sinon, on vous en voudra pas. Les impacts sur la santé, du coup, des risques liés au travail sur écran. On sait qu'on peut être confronté à ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques, donc on vous expliquera ce que c'est et comment ça peut apparaître. On est dans un contexte de travail statique, puisque le travail sur écran, on est sur de la posture assise maintenue. Donc c'est important aussi que vous connaissiez la différence physiologique entre le travail statique et le travail dynamique. On va évoquer la fatigue visuelle liée à la grande concentration et au fait qu'on est tout le temps en train de regarder son écran, et les troubles circulatoires qui, eux aussi, sont liés au travail statique qu'on a évoqué juste avant. Et puis, dans un second temps, on va concrètement aller sur des conseils, d'abord en termes de mobilier et de fait d'installation, ensuite de matériel informatique et téléphonique, et plus globalement sur l'environnement de travail où on évoquera la lumière, le bruit et la température. Je vais laisser la parole du coup à Maude, qui s'appelle donc Maude Armango, qui est mon binôme ergonome à la Gémetra et qui va vous parler des impacts sur la santé. Je te laisse la parole, Maude. Bonjour à tous. Du coup, comme Valérie vient de vous le dire, moi je vais vous parler en termes d'impact sur la santé. On va démarrer par les troubles musculo-squelettiques. Donc, en définissant ce que c'est et en vous expliquant qu'est-ce qui peut générer l'apparition des TMS, donc troubles musculo-squelettiques. Pardon. Alors, du coup, les TMS, en fait, ça va être un ensemble de symptômes ou de lésions au niveau des muscles, tendons ou articulations. En fait, ça va venir toucher tout ce qu'on appelle les tissus mous qui sont au niveau des articulations. Ça va pouvoir toucher les membres supérieurs, comme le dos, donc ou le rachis, ou les membres inférieurs. Sur l'image de droite, là, du coup, vous voyez un petit bonhomme avec les différents, on va dire, TMS les plus connus, entre guillemets, malheureusement, du coup. On voit par exemple au niveau du poignet, donc on a ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Ça, c'est vraiment un des TMS qui est les plus représentés pour les personnes qui font du travail sur écran. On va retrouver au niveau du coude ce qu'on appelle l'épicondylite, au niveau de l'épaule tout ce qui est tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, ça paraît assez évident, du coup, au niveau quand on fait du travail sur écran, c'est principalement le rachis et les membres supérieurs qui peuvent être touchés. Hein. Les genoux et les chevilles sont moins atteints. Mais par contre, on va retrouver aussi pas mal de problématiques au niveau cervical, au niveau thoracique ou au niveau lombaire. Ensuite, on va parler de TMS, qu'il s'agisse de douleurs ou de pathologies. Donc TMS, ça ne veut pas forcément dire maladie. À partir du moment où il y a des douleurs qui sont exprimées au niveau de la sphère musculo-squelettique, on va pouvoir parler de TMS. Donc au niveau des douleurs, comme on le disait, ça va pouvoir toucher les cervicales, le dos, le poignet, le coude, l'épaule. Et ensuite, il y a des pathologies vraiment qui sont reconnues, comme le syndrome du canal carpien
ou les différentes tendinites. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des troubles musculo-squelettiques, à partir du moment où des gens évoquent des douleurs, ça veut vraiment dire que c'est le moment de se pencher dessus et de se dire, bon, bah, si des gens évoquent des douleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Et il faut pas attendre qu'il y ait des maladies professionnelles qui soient vraiment reconnues dans l'entreprise, parce que les troubles musculo-squelettiques, donc, il y en a certains qui sont reconnus comme des maladies professionnelles. Donc, les maladies professionnelles, en fait, c'est au niveau de la sécurité sociale, hein, il y a plusieurs tableaux qui vont venir indiquer quelles sont les maladies qui peuvent être reconnues comme en lien avec le travail, donc comme maladies professionnelles. Il y a 5 tableaux de la sécurité sociale du régime général qui concernent les troubles musculo-squelettiques. Et alors, pour vous donner une idée, que ce soit au niveau national, au niveau régional et tout secteur d'activité confondu, les troubles musculo-squelettiques, ils vont représenter plus de 85% des maladies professionnelles. Donc c'est vraiment la maladie professionnelle qui est la plus représentée. Après ça, on va retrouver tout ce qui est relatif à l'inhalation d'amiante ou encore les problèmes de surdité. Donc en tout cas, les TMS, c'est vraiment la première cause de maladie professionnelle en France. Ensuite, au niveau du développement d'un trouble musculo-squelettique, ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'enlève pas les différentes contraintes qui génèrent un trouble musculo-squelettique, le trouble musculo-squelettique ne va pas disparaître comme ça. La douleur ne va pas d'un coup s'en aller, parce que finalement, si on garde les mêmes contraintes, le trouble musculo-squelettique, il va continuer à évoluer, parfois lentement, parfois rapidement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va continuer à évoluer. Donc le but, c'est vraiment d'agir sur les contraintes de travail qui peuvent en être à l'origine. Au niveau de la progression, en général, les personnes qui développent des TMS vont d'abord ressentir un inconfort, un fourmillement, une genre de gêne. Ensuite, on va vraiment en arriver à de la fatigue au niveau de l'articulation. Puis, ça va conduire à de la douleur. Donc, au niveau de cette douleur, parfois, elle va s'arrêter dès qu'on arrête de solliciter l'articulation. Donc, ça veut dire, voilà, quand on arrête les contraintes, la douleur s'apaise, mais par contre, parfois, on est vraiment sur des situations plus handicapantes parce que la douleur va réveiller pendant la nuit, ou en tout cas, vraiment, quand l'articulation n'est plus sollicitée, ça va continuer à faire mal. Ensuite, on peut en arriver même à une lésion ou à une perte de force, où par exemple, on va attraper un objet et il va tomber parce que voilà, l'articulation ne répond plus, en tout cas, aux consignes que la personne lui donne. Quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que la douleur du salarié, alors bien sûr, en termes d'enjeu pour le salarié, c'est compliqué parce qu'il y a une douleur, ça peut devenir une situation vraiment handicapante, mais il y a aussi des impacts bien sûr sur l'entreprise parce que quand on a une douleur, on va être soit moins productif, soit on va réussir à faire de la moins bonne qualité, donc c'est vraiment des enjeux et pour l'entreprise et pour les salariés. Du coup, là je laisse la main à Valérie. Tout à l'heure, je vous ai parlé du syndrome du canal carpien. Pardon, c'est le cas de le dire, tu me laisses la main. Voilà, donc elle va nous expliquer en fait comment peut apparaître le syndrome du canal carpien. Donc, comme vous l'expliquez, Maud, les troubles musculo-squelettiques touchent les articulations. On a évoqué dans les exemples qu'elle nous avait donnés par rapport au type de pathologie, majoritairement on est sur de la tendinite, sachant qu'on peut avoir des tendinites du poignet aussi, mais comme elle vous l'a aussi dit, une des pathologies les plus fréquemment reconnues dans l'activité administrative et plutôt dans l'activité travail sur écran, parce qu'il n'y a pas que les administratifs qui travaillent sur écran, on a effectivement en première position le syndrome du canal carpien. Ce qui est important à comprendre dans le trouble musculo-squelettique, et Maud l'a évoqué, c'est que c'est vraiment en lien avec une durée d'exposition. C'est-à-dire que d'avoir des contraintes articulaires ponctuelles, potentiellement, ça amènera a priori pas à des troubles musculo-squelettiques, mais lorsque ces contraintes sont répétées ou dans le temps ou dans la sollicitation, c'est là qu'au bout d'un moment va se passer le processus qu'elle a évoqué. Donc, je vous explique en gros quel est le principe du syndrome du canal carpien, sachant là, on est sur un syndrome canalaire, et là, on va pas avoir un tendon qui va être lésé, mais plutôt un nerf. En fait, dans le poignet, on a un canal inextensible, que vous voyez schématisé en coupe sur la présentation, donc au niveau du talon de la main, dans lequel passent tous les tendons et les ligaments et les nerfs qui vont permettre la mobilité et la sensibilité des mains. Et en fait, quand dans une activité professionnelle, on est très souvent ou très longtemps en hyperextension du poignet, alors je pense souvent aux serveurs par exemple qui tiennent des plateaux comme ça qui peuvent être lourds de surcroît, ou le deuxième facteur d'apparition, c'est l'appui du talon de la main sur une surface dure, et là typiquement c'est le cas quand on tient la souris si on est appuyé au niveau du bureau, ou quand on tape sur le clavier si l'appui
centralisé à ce niveau-là, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ce fameux canal qui est censé être inextensible, il va se réduire. Et fatalement, ben, tout ce qui passe à l'intérieur, donc j'ai évoqué les ligaments, les nerfs, les tendons, etc., vont être comprimés. Et le syndrome du canal carpien, pardon, c'est la compression du nerf médian, sachant que ce nerf est fondamental parce qu'il est responsable de la mobilité et de la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié de l'annulaire. Donc, c'est exactement ce que disait Maud aussi tout à l'heure. Si ce nerf est lésé, bah, qui dit nerf dit douleur déjà, ça c'est incontournable. Mais comme il est aussi sensitif, c'est là qu'on va avoir des fourmis, c'est là qu'on va avoir de la perte de sensibilité et c'est là où typiquement, ben, on va se retrouver au bout d'un moment avec une perte de force qui va faire entre autres que, et ça c'est significatif, qui va faire entre autres que quand on va tenir un objet, ben comme on n'a pas la force, on risque de le lâcher. Et puis la deuxième particularité du syndrome du canal carpien, c'est que c'est une douleur qui réveille la nuit. Donc comme le disait Maud, au départ c'est pendant l'exposition, c'est-à-dire pendant que vous êtes au bureau ou en fin de journée, vous commencez à avoir mal au niveau du poignet, et puis au fil du temps, bah, c'est une douleur qui va vous tenir compagnie un peu plus longtemps et qui va vous réveiller la nuit avec des fourmillements, avec une sensation de raideur et avec de la douleur. Donc c'est voilà un phénomène relativement simple à prévenir, on y reviendra tout à l'heure, parce que finalement la prévention de ce syndrome du canal carpien, c'est d'éviter un appui prolongé centralisé au niveau du talon de la main. Et ça va se jouer et avec quand on utilise la souris et quand on utilise le clavier, et on vous donnera les techniques pour éviter ce risque-là dans les conseils, quand on en sera à la deuxième partie. Maud, je te redonne la parole du coup pour parler des facteurs de risque de TMS. Oui. Alors, du coup, on vous a expliqué déjà ce qu'étaient les TMS. Donc, l'idée maintenant, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui peut générer leur apparition. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les troubles musculo-squelettiques, ils vont résulter d'une hypersollicitation qui est générée par plusieurs facteurs. Donc, hypersollicitation, là-dessus, je pense que c'est clair, c'est qu'il y a une articulation qui est sursollicitée avec des gestes répétitifs. Et qui est générée par plusieurs facteurs. Donc, c'est ce qui fait que ça peut être plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de prévenir leur apparition, c'est qu'ils vont être générés par plusieurs causes. C'est pas seulement une cause égale l'apparition d'un TMS, et où donc il suffirait, entre guillemets, d'agir sur cette unique cause pour pouvoir prévenir l'apparition de TMS, parce que c'est une combinaison donc de plusieurs facteurs. Sur la gauche, vous voyez ce qu'on appelle les facteurs biomécaniques, donc c'est-à-dire des gestes qui sont physiquement contraignants, répétés. Donc au niveau des facteurs, on va retrouver l'effort, la répétitivité du geste, la charge qui éventuellement peut être portée ici, et la posture adoptée. Donc quand on est sur du travail sur écran, on est plutôt sur une posture qui est maintenue. Et donc c'est ce que j'expliquais par rapport au syndrome du canal carpien, c'est que typiquement un facteur biomécanique de risque d'être en appui prolongé sur le talon de la main. Voilà, donc là on est vraiment au niveau de la posture qui est l'appui sur le talon de la main, c'est bien ça. Mais par contre, il y a souvent une autre dimension à laquelle on a tendance à ne pas penser en fait quand on veut prévenir l'apparition des TMS, c'est qu'il y a vraiment les facteurs psychosociaux qui vont jouer un rôle important dans l'apparition de ces problématiques. Alors ici, on va vulgariser ça sous le terme de stress, mais en tout cas, le stress, alors pas forcément, enfin pas du tout, même le stress aigu, donc à savoir le stress aigu, c'est quand on fait face à une situation qui nous stresse, mais c'est occasionnel, c'est une prise de parole, voilà, c'est une réunion qui nous stresse un peu, mais là du coup, il va y avoir... C'est un webinaire, par exemple, voilà, un premier webinaire en plus. Du coup, là, le stress aigu, il va permettre de faire face à la situation stressante. Donc, il y a plein de phénomènes, physiologiques qui vont jouer dans le corps humain. Par contre, ce qui devient vraiment embêtant, c'est quand le stress devient chronique, où là, les régulations normales qui sont censées se jouer dans le corps humain vont complètement s'épuiser, et ça va entre autres favoriser l'apparition de tout ce qui est phénomène inflammatoire, donc dont les tendinites. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans le corps humain qui font qu'il y a un lien entre le stress vraiment chronique et donc qui s'installe dans le temps et l'apparition des TMS. Donc quand on veut vraiment prévenir l'apparition des TMS, il faut vraiment aller sur ces deux volets, facteurs biomécaniques et facteurs psychosociaux. Au niveau des facteurs psychosociaux, ici on vous en a listé quelques-uns, mais bien sûr c'est pas exhaustif. On va retrouver le manque d'autonomie, l'intensité et le temps de travail, l'insécurité de la situation de travail, l'ambiance de travail, le temps de pause. Donc tout ça, ça peut contribuer à l'apparition des TMS. Alors ensuite, on les a pas écrits là tels quels sur la présentation, mais dans les facteurs de risque, on va aussi retrouver ce qu'on appelle les facteurs les facteurs d'ambiance. Donc le bruit, tout ce qui est vibration, le travail au froid, voilà, tout ça, ça va aussi favoriser l'apparition de TMS. Du coup, sachant qu'on a en télétravail
des petits écarts par rapport à ce que Maud vient de vous présenter là. Donc là, on est typiquement sur un instant où on fait un zoom sur le télétravail. Maud, je te laisse reprendre la main. Ouais, voilà. Comme on vous disait en intro, de temps en temps, on va faire un parallèle avec le télétravail, entre autres aussi vu la situation voilà, actuelle où il y a des personnes qui se sont retrouvées en télétravail de manière un peu accélérée sans forcément que ça ait été préparé. Donc, on retrouve bien sûr les facteurs biomécaniques, donc effort, répétitivité, port de charge, posture maintenue. Donc, pour le travail sur écran, c'est vrai que c'est surtout la posture statique maintenue qui va être problématique. Et comme Valérie vous le disait en introduction, tout à l'heure, on vous expliquera la différence entre travail musculaire statique et travail musculaire dynamique. Et ces contraintes, ces facteurs biomécaniques, ils vont vraiment être majorés au domicile quand on est en télétravail, parce que finalement, l'espace de travail va se trouver dans un environnement domestique qui n'a pas du tout été conçu avec les spécifications pour du travail de bureau. Donc, ça va vraiment majorer les facteurs biomécaniques. Et ensuite, sur le volet facteurs psychosociaux, on va trouver des nouvelles contraintes, donc qui peuvent être positives, négatives, en fonction de chacun, en fonction de l'entreprise, mais on va retrouver l'isolement, le fait d'être éloigné de ses collègues, de pas forcément pouvoir échanger, poser des questions au fil de l'eau. Ça peut entraîner même une rupture du collectif de travail, et ensuite le télétravail, ça va aussi impacter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, de la même manière, ça peut être un impact positif, ça peut être un impact négatif, mais en tout cas, c'est à prendre en compte parce que ça pourrait éventuellement générer des problématiques, sachant que quand on parle d'impact sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ça peut autant être la vie personnelle qui vient sur le terrain, entre guillemets, de la vie professionnelle ou l'inverse. Du coup, Valérie, je te laisse prendre le relais pour les spécificités du travail sur écran. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à évoquer à l'instant. Ce que Maud a évoqué, c'est une des particularités du travail sur écran, c'est une posture statique maintenue, puisque je le disais en intro, on est assis toute la journée devant son écran, donc il y a peu de déplacements, il y a peu de mouvements, etc. Donc, vous allez le voir. On a beau penser que les atteintes articulaires, elles vont plus toucher les gens qui bougent, vous allez voir qu'elles touchent aussi les gens qui sont statiques, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et puis on fera aussi un zoom sur la fatigue visuelle que j'ai évoquée, qui est en lien avec une grande concentration, puisque du coup ça demande le travail sur écran, de la concentration fatalement, donc ça va générer de la fatigue visuelle, ça va majorer aussi les contraintes de posture statique maintenue, et ça va aussi favoriser malheureusement les problèmes circulatoires. Alors, qu'on comprenne bien le pourquoi alors qu'on n'est pas tout le temps en mouvement et qu'on fait pas des gestes répétés et qu'on fait pas du travail à la chaîne, pourquoi est-ce que on est aussi soumis à ce risque de TMS? En fait, c'est relativement simple, c'est vraiment en lien avec le travail musculaire. Je vous explique rapidement. Le principe du travail musculaire dynamique, c'est lorsque je vais effectuer un mouvement, pour effectuer ce mouvement-là, je vais solliciter un certain nombre de muscles. Donc, supposons que je sois sur du mouvement répétitif, où je vais solliciter pour le mouvement en avant un certain nombre de muscles, et pour le mouvement en arrière, d'autres muscles. En fait, à chaque contraction, on va se focaliser sur celui-là qui n'est pas très visible chez moi, mais vous imaginez, quand je vais réaliser le mouvement, ce muscle-là est en contraction. La contraction musculaire, en fait, comme le muscle va se réduire, il va bloquer l'arrivée de sang. Et il va consommer ce qu'il a en lui, en l'occurrence dans le sang qui est bloqué à l'intérieur, le sucre et l'oxygène, qui est l'énergie nécessaire à le faire se contracter. Mais comme je vais changer de muscle pour passer au mouvement suivant, les déchets qui auront été produits pendant cette consommation et l'arrivée d'un sang neuf va pouvoir se réaliser, et du coup, pour le mouvement d'après, j'ai à nouveau mon nécessaire d'apport de glucose et d'oxygène, mon élimination des déchets, etc. Évidemment, quand on est extrêmement sollicité au niveau de ces zones musculaires, et de fait ces zones articulaires, au bout d'un moment, le muscle, à force de contracter, décontracter, contracter, décontracter, il va s'épuiser finalement, et l'effort que le muscle encaisse, c'est l'articulation qui va prendre le relais et qui va l'encaisser à sa place. C'est ce qui va expliquer que sur des efforts, sur de la répétitivité, du coup, on va être au bout d'un moment, mais toujours pareil en fonction de la durée d'exposition, etc. C'est l'articulation qui compense, et de fait, ce sont les parties molles de l'articulation qui vont être altérées. À l'inverse, quand on est dans un cas de travail musculaire statique, le fait de maintenir la position, quelle qu'elle soit, mais au demeurant la position assise,
on est obligé de contracter les muscles, ne serait-ce que pour maintenir la position, parce que sinon, on serait comme des poupées de chiffon complètement ramollos. Et du coup, les muscles qu'on contracte pour maintenir la posture, vu qu'on reste dans cette posture-là, ils restent contractés. Donc, ils consomment dans un premier temps le glucose et l'oxygène qu'ils ont à leur disposition, sauf qu'il n'y a pas de relâchement, donc il n'y a pas d'élimination des déchets et il n'y a pas d'apport de sang riche en glucose et oxygène. Et là, même chose, là, on va plus être sur du muscle qui va s'asphyxier et et l'effort de maintien va être compensé par les articulations dans la posture assise, en particulier au niveau des cervicales et en particulier au niveau des lombaires. Donc, deux processus différents sur le principe, mais vous l'avez vu, même conséquence dans les deux cas, potentialité de TMS. Ce qui sous-entend, et on y reviendra, que finalement, la prévention des TMS de cet aspect biomécanique-là, l'idéal, ce serait de pouvoir alterner les postures pour alterner l'assis, alterner le debout, on y reviendra, chose qui aujourd'hui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre dans les contextes dans lesquels on travaille. Du coup, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de cette posture statique, ce qui va surtout compenser, ça va être les cervicales et les lombaires. Et si vous regardez les schémas, on se rend compte en fait que si on zoome sur la colonne vertébrale, donc les vertèbres, ce sont des os qui sont empilés les uns sur les autres, mais on est d'accord que deux os qui se touchent finissent par se souder. Donc, pour éviter ça, et pour permettre le mouvement, on a ce qu'on appelle des disques intervertébraux qui sont des petits pneumatiques qu'on a entre chaque vertèbre. Et en fait, c'est eux qui vont compenser les mouvements ou qui vont compenser les postures maintenues. Et on voit très bien, donc là, sur l'image de gauche, on est sur une posture naturelle avec un disque intervertébral qui est bien centré, un noyau qui est bien au milieu entre les deux vertèbres et qui du coup joue son rôle d'amortisseur à la perfection. Sur l'image de droite, et la bascule du bassin, c'est typiquement le type de situation qu'on rencontre quand on est assis de manière prolongée, parce qu'au final, à force de peser sur les vertèbres, on va avoir tendance à avancer le bassin, et là on se rend compte que en bascule du bassin, donc le bassin avancé, le disque intervertébral est sollicité, et là encore, plus il est sollicité longtemps, plus il est sollicité souvent, plus il va être altéré, et on en arrive à des pathologies de type lumbago et dans le pire des cas, hernie discale. Donc on se rend compte que la posture maintenue, elle a un impact non négligeable sur notre dos en particulier, mais on verra aussi qu'en fonction de l'installation, les membres supérieurs peuvent aussi être sollicités. Au niveau de la fatigue visuelle, donc on a dit que le travail sur écran nécessitait de la concentration, une grande sollicitation au niveau des yeux, de la vue. Ce qu'il faut savoir, parce que souvent on se pose la question, c'est que le travail sur écran ne crée pas de pathologie oculaire. Ça, c'est important de le savoir, ce qui veut dire que si vous n'avez aucune pathologie, vous n'allez pas, au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, devenir myope ou devenir astigmate. Par contre, il peut accentuer et accélérer le processus d'apparition d'une pathologie existante. Donc ça veut dire que si vous êtes déjà, alors pour ceux qui le savent, si vous avez déjà une pathologie de type myopie, astigmatie, etc., ça risque d'accélérer le processus et d'aggraver cette pathologie déjà existante. Et puis parfois, ça va tout simplement révéler une pathologie que le salarié ne connaissait pas. Et c'est là qu'il se dit, mince, c'est l'écran qui m'a généré cette pathologie-là. Non, c'est qu'il l'avait déjà, mais ça ne le gênait pas outre mesure. Et de fait, il s'en était pas aperçu. Et le fait de travailler devant l'écran, ça a accentué cette pathologie-là, et du coup, ça l'a révélée dans le même temps. Au même titre qu'on entend beaucoup parler de la lumière bleue, sachant que là, il y a pas forcément de consensus là-dessus. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, mais c'est une question qui est relativement récente, donc c'est en cours. Par contre, ce qui semble émerger de ces études-là, c'est que l'exposition à la lumière bleue, alors sachant que c'est autant l'écran que les lumières LED de manière globale, donc ça peut être l'écran d'ordinateur, l'écran de télévision, vos éclairages à la maison ou au bureau, etc., ils vont avoir une tendance à accélérer le vieillissement naturel de l'œil. Donc là, pareil, ça va pas faire vieillir votre œil parce que vous avez 20 ans ou je sais pas quoi, mais ça risque d'accélérer le processus, et un vieillissement d'œil qui aurait pu apparaître à l'âge, je dis n'importe quoi, de 50 ans, il va peut-être se révéler à 45 de par l'exposition à cette lumière bleue. Pas mal d'ophtalmos aujourd'hui proposent des lunettes anti-lumière bleue. Là-dessus non plus, on n'a pas vraiment de résultats d'études quant à leur pertinence. Comme j'ai tendance à le dire aux salariés qu'on a tendance à dire aux salariés qu'on rencontre,
si vous en avez, utilisez-les. J'ai envie de dire, ça coûte rien et si ça peut avoir un bénéfice, tant mieux, quoi. Sachant que cette fatigue visuelle, elle peut avoir différentes conséquences. Ce qu'on peut retrouver, alors plutôt en fin de journée, forcément, parce qu'on est toujours sur une durée d'exposition, on a souvent des gens qui ont mal à la tête en fin de journée, des picotements d'yeux, une vision moins nette. Il y a aussi le syndrome de l'œil sec qui va être le principe, c'est que du coup les larmes se produisent moins vite qu'elles ne sont utilisées. Et de fait, on a l'œil, alors c'est hyper désagréable, on a l'impression d'avoir du sable dans les yeux, mais on a l'œil pas suffisamment hydraté. Et en général, quand un syndrome de l'œil sec est révélé, le médecin va dire, mettez-vous du sérum Phi régulièrement de manière à créer des larmes pour éviter les sensations désagréables que ça peut engendrer. Donc, comme pour finalement les TMS, ces symptômes, ils peuvent être présents pendant le travail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux maux de tête par exemple, ils peuvent aussi se prolonger après le moment du travail, sachant qu'en tout cas, a priori, ça ne provoque pas de maladie particulière. Ça va, vous l'avez compris, de manière globale, plutôt accentuer des phénomènes existants, mais pas en créer de nouveaux. Et enfin, sur les troubles circulatoires, ce qu'il faut retenir, c'est là encore que la posture statique maintenue, qu'elle soit assise pour ce qui nous concerne ou qu'elle soit debout, ça va réduire le retour veineux. Le retour veineux et la circulation sanguine, elle va être favorisée par le mouvement et donc dans le cas de nos membres inférieurs, plutôt le déplacement. Et effectivement, le fait d'être en assise prolongée, ça va pas favoriser le retour veineux, donc ça peut générer des troubles circulatoires. Et en plus, et là on rentrera dans le détail, on y reviendra tout à l'heure, par rapport à l'assise, si on est assis sur un siège qui génère une compression au niveau des membres inférieurs, ça va encore majorer ce phénomène-là. Donc je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien de pouvoir alterner les postures et il faut surtout pas hésiter à se déplacer, même si on fait pas 10 km toutes les 5 minutes, mais en tout cas se déplacer régulièrement, se lever, et on y reviendra, il y a des petites astuces, entre autres par rapport au bureau, à l'endroit où se trouve l'imprimante, qui peut être casse-pied parfois d'avoir à se lever pour aller chercher un doc, mais qui va contribuer à relancer le retour veineux et donc à réduire les troubles circulatoires potentiels qui peuvent amener des varices, etc. Alors, juste avant qu'on passe à la partie conseil, oui, tu peux mettre la diapo, mais il y a juste une question qui porte vraiment sur les facteurs que je vais te poser du coup. Donc c'est Madame Kemilla qui nous demande est-ce que la taille et le poids de la personne constituent un facteur ou une prédisposition des TMS? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les caractéristiques individuelles vont rentrer en ligne de compte. C'est évident, on n'est pas tous égaux face au TMS. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que forcément, on sait que, par exemple, le surpoids va majorer les éventuelles problématiques articulaires, donc fatalement vont être un facteur supplémentaire de sollicitation au niveau des articulations. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que personne n'est à l'abri des TMS. On peut avoir 20 ans et avoir un TMS, on peut avoir 70 ans et jamais avoir eu mal à une articulation. Et pourtant, on peut se retrouver aussi à être deux, par exemple, à avoir la même ancienneté, à peu près le même gabarit, faire le même boulot, et qu'il y en ait un des deux qui ait des problématiques de TMS et l'autre pas du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que les facteurs individuels jouent indéniablement, mais le vécu du travail aussi. Et là, ça me fait reboucler avec ce que disait Maude par rapport aux facteurs psychosociaux. C'est-à-dire que sur une même sollicitation biomécanique ou des mêmes contraintes biomécaniques, le vécu des gens étant très individuel lui aussi, les conséquences sur la santé peuvent ne pas être homogènes du tout. C'est ce qui est hyper complexe dans la problématique TMS, c'est que à même exposition, à même typologie d'individu, pas forcément mêmes conséquences. Donc d'où l'intérêt de travailler sur l'installation, ça c'est évident, avec effectivement des gens qui, en fonction de tout un tas de critères individuels, vont avoir un risque, on va dire, d'apparition de TMS plus ou moins important, mais en même temps, ça veut rien dire, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a pas de surpoids, qui fait pas 2 mètres, donc qui est pas forcément confronté à des situations avec du mobilier standard, alors que lui est pas dans le standard, qui pour autant va pouvoir présenter des TMS. Donc oui, les caractéristiques individuelles rentrent en ligne de compte, mais elles sont pas suffisantes là non plus à pouvoir se dire, lui, on va plus lui faire de la prévention qu'à lui.
parce qu'à l'arrivée, c'est pas aléatoire, hein, on est bien d'accord, mais c'est très variable en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on a même eu un merci. Ah ben, je vous en prie, madame. Ou monsieur, je ne sais pas. Madame. Ah, madame, pardon. Ok, à toi, Maud, sur les conseils. On passe à la partie conseil. Donc, on va, au niveau des éléments dont on va parler, on va d'abord vous faire un schéma un peu général de l'installation, entre guillemets, idéale. Ensuite, on parlera de tout ce qui est mobilier, puis de tout ce qui concerne le matériel informatique et les téléphones. Et ensuite, on parlera de l'environnement de travail. Alors, du coup, ici, on vous a mis un schéma de, on va dire, l'installation idéale. Mais comme le disait tout à l'heure Valérie, ce qui est important, c'est de limiter les effets du travail statique. Donc, il faut varier au maximum de postures, se lever régulièrement, en tout cas dès qu'on en ressent le besoin. Mais en tout cas, pour qu'il y ait le moins de contraintes possibles sur les articulations, ce qu'il faudrait, c'est avoir les pieds à plat au sol. Donc, si nécessaire, c'est là qu'il peut y avoir besoin pour les personnes de plus petite taille d'utiliser un repose-pied, sachant que l'intérêt du repose-pied, c'est juste de venir combler l'écart entre le sol et les pieds de la personne, pieds à plat. Donc, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un repose-pied. Ensuite, pareil, au niveau posture, entre guillemets, idéale, on va retrouver un angle de 90 degrés au niveau des genoux, donc entre tibia et cuisse. Puis, pour ce qui est du siège, donc là, vous voyez que le monsieur est bien assis au fond du siège, parce qu'il le peut, mais en tout cas, c'est important d'avoir cet appui lombaire contre le dossier du siège. Ça permet justement d'éviter que les muscles du dos soient tout le temps contractés et ne se relâchent jamais. Là, ça vient permettre de relâcher un petit peu les muscles du dos. Ensuite, au niveau des bras, ici, vous voyez aussi un angle de 90 degrés. Or, c'est les bras le long du corps déjà, puis un angle de 90 degrés entre les épaules et l'avant-bras. Ici, on a mis des accoudoirs dans l'alignement du bureau. En fait, ce qui est vraiment important, c'est juste d'avoir l'avant-bras qui soit en appui quelque part pour que vous ne soyez pas tout le temps en train de solliciter vos épaules. Donc, que les avant-bras soient en appui sur les accoudoirs ou sur le bureau, à la limite, c'est comme vous préférez, mais en tout cas, il y a besoin de cet appui au niveau de l'avant-bras. Souris et clavier, c'est Valérie qui en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et ensuite, ici, vous pouvez voir voilà, le haut de l'écran, idéalement à hauteur des yeux, mais ça, pareil, je vais en parler tout à l'heure quand on parlera des écrans. Donc, pour démarrer, on va parler du siège. Donc, il vaut mieux des revêtements en tissu plutôt que du plastique ou du faux cuir où voilà, c'est pas forcément confortable, ça va être chaud ou froid, ça peut faire transpirer. Donc, idéalement, choisissez plutôt un siège en tissu. Une assise qui soit réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison. Donc, la hauteur, en général, tous les sièges de bureau permettent ce réglage. Comme ça permet d'avoir les pieds bien à plat. En profondeur, ça peut être intéressant. En fait, ça vous permet d'avancer ou de reculer l'assise et ça va venir limiter l'appui du siège à l'arrière des genoux et donc les troubles circulatoires dont vous parlez Valérie tout à l'heure. Et après, l'assise peut aussi être réglable en inclinaison. Pareil, ça va venir limiter l'appui à l'arrière des mollets ou du genou. Au niveau du dossier, de la même manière, il faut qu'il soit réglable au maximum, donc inclinable et réglable en hauteur. C'est justement pour pouvoir venir caler, entre guillemets, le soutien lombaire du siège au bon endroit en fonction de là où est situé votre creux du dos, parce que il n'y a pas d'homme moyen. De toute façon, le meilleur siège ergonomique, c'est celui qui a le plus de réglages possible. Comme ça, il permet de s'adapter à chaque personne. Il n'y a pas un siège ergonomique avec aucun réglage, on peut pas le qualifier de siège ergonomique. Ensuite, au niveau des accoudoirs, pareil, c'est important qu'ils soient réglables. Alors, en hauteur, c'est vraiment très important parce que ça arrive régulièrement quand on fait des accompagnements, finalement, que les accoudoirs soient à une hauteur qui fait que la personne, elle n'arrive pas à s'approcher assez du bureau et du coup, comme elle peut pas assez s'approcher, du bureau, elle va pas pouvoir s'installer au fond de son siège. Donc vraiment, le côté pouvoir régler les accoudoirs en hauteur et éventuellement pouvoir les enlever, donc le côté amovible, c'est important. Après, il y a deux autres réglages qui peuvent être intéressants aussi au niveau des accoudoirs, c'est la latéralité et la profondeur. Ensuite, le dernier point au niveau des roulettes, donc il vaut mieux aussi avoir des roulettes qui soient adaptées au revêtement de sol, donc sol mou, sol dur. Pendant longtemps, on voyait plus de moquettes, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus finalement maintenant des sols en moquette parce que ça vient atténuer le bruit, entre autres dans les open space. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il faut aussi choisir les roulettes en fonction de ça, pour justement pas avoir à mettre trop d'à-coups quand on veut déplacer un petit peu son siège. Avant de passer au point suivant, je me permets juste de te lire une question qui a été posée et qui concerne le siège. C'est pour ça.
ou toi, on verra bien. Alors, hop, il faut juste que j'arrive à agrandir la page des questions. Alors, c'est Madame Rip qui nous pose une question, c'est que pensez-vous de l'utilisation de ballons Sweetball au bureau? Ah, Je vais te laisser y répondre. ouais, j'avais trop Tu envie. le sentais, hein? Ah oui. Les ballons Swiss Ball. Alors, comme Maud vient de vous expliquer les caractéristiques d'un siège, il y a une première chose qui a dû vous sauter aux yeux, j'imagine, c'est le dossier. Les ballons Swiss Ball n'ont pas de dossier. Donc, on est d'accord pour tout le monde que les ballons Swiss Ball, pardon, oui, j'explique à ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ce sont des ballons gonflables, en fait, qui s'installent au bureau et sur lesquels les gens s'assoient et qui sont vendus pour renforcer, réduire la brioche et renforcer les abdos et qui, soi-disant, redynamise, etc. Mon problème, notre problème en santé au travail avec cette typologie d'assises, c'est que, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas d'appui lombaire. Donc, ça veut dire que très rapidement, vous risquez d'avoir beaucoup de sollicitations et de malmener votre colonne vertébrale parce qu'elle va être tendue en permanence et donc les disques intervertébraux vont être sollicités. La deuxième chose, c'est que ça nécessite d'être concentré pour garder l'équilibre, ce qui n'est pas forcément simple quand on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et par extension, j'ai envie de dire, c'est aussi problématique dans le sens où il y a un risque de chute et d'avoir un accident du travail à cause d'un Swiss Ball, je trouve ça dommage. Maintenant, dans les entreprises dans lesquelles j'ai eu à faire on a eu avec Maud à faire des accompagnements, ceux qui avaient des Swiss Balls, franchement, on trouve ça chouette, mais dans une salle de repos, à utiliser 5-10 minutes pendant une pause, par exemple, que ce soit la pause déjeuner ou après. Mais franchement, en siège de bureau, je pense que c'est pas une bonne idée. Ça a un avantage, c'est que ça fait travailler la ceinture abdominale, etc. Ok, mais ça a d'autres inconvénients que j'ai évoqués avant et manifestement, c'est pas la place d'un ballon au travail. Voilà, pour être complètement limpide avec vous sur la manière dont on voit les choses. Ok. Ça te va? Oui, on peut passer à la suite. Passons. Alors, au niveau du bureau, donc Maud vous a parlé du siège. Sachant que le siège, ça reste quand même l'outil le plus important parce que c'est le plus réglable de tous les outils qu'on a à disposition dans le travail de bureau. Le bureau, lui aussi, peut jouer un rôle important et il va aussi conditionner la manière dont vous allez régler votre siège parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas de bureau variable en hauteur. Ça veut donc dire que l'assise, le siège qu'on est censé régler à son image, à sa taille, en fait, on va être obligé de l'ajuster au niveau du bureau, puisque comme Maud le disait sur le schéma général, au niveau des coudes, l'idéal c'est de tendre vers un angle à 90 degrés. Mais forcément, si la hauteur de mon bureau, une fois que j'ai réglé mon siège à mon image, ne me permet pas d'avoir cet angle à 90 degrés, je vais être obligé de remonter ou de redescendre. Ce qui fait qu'au final, le siège va être adapté à la taille du bureau, puisqu'elle disait aussi que c'était intéressant de pouvoir appuyer son avant-bras sur le plan de travail ou sur les accoudoirs. Donc pour ça, il faut que vous ayez vos 90 degrés par rapport au bureau lui-même. L'aménagement le plus simple, le bureau le plus facilement aménageable, entre guillemets, c'est le bureau rectangulaire. Le bureau classique, sans les vagues, les vagues c'est bien joli, mais du coup c'est pas pratique parce que quand vous allez vous approcher, vous allez avoir ou les bras qui vont être trop larges pour toucher les angles, ou les bras dans le vide parce qu'il y a cet arrondi qui en plus ne va pas vous permettre de régler vos accoudoirs au niveau de la hauteur du bureau, puisque du coup il n'a pas une forme droite. Donc franchement le plus simple, c'est le bureau rectangulaire. Dans l'idéal, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, un bureau variable en hauteur. Alors on vous a mis en indication entre 65 et 75 cm, en gros qu'il ait 10 cm de delta. Maintenant, l'idéal, ça reste celui qui va s'ajuster pile poil aux besoins de son utilisateur. Une surface de travail plutôt mate et non réfléchissante pour éviter justement les reflets des luminaires, on l'évoquera tout à l'heure, mais il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui aient des luminaires juste au-dessus de leur bureau, et si vous avez un bureau blanc et laqué, vous allez être gêné de manière très importante pour consulter vos documents, pour regarder votre clavier, etc. Et une profondeur de bureau, et ça c'est très important, d'au moins 80 cm, Maud l'évoquera tout à l'heure quand elle va parler des écrans, pour vous permettre d'avoir un recul suffisant pour être à l'aise dans l'utilisation de votre écran. Elle a évoqué aussi tout à l'heure le repose-pied.
je le répète pour l'info, le repose-pied n'a d'utilité que lorsqu'il compense un écart entre le plat du pied et le sol. Parce que du coup, on a évoqué les gens petits, mais c'est aussi les bureaux trop hauts par rapport à l'utilisateur. Parce que du coup, comme on le remonte, on peut très bien ne plus avoir les pieds qui touchent par terre. Et le repose-pied, c'est un moyen de compenser et d'éviter du coup les appuis des creux du genou sur le siège parce que les pieds, tout le poids des jambes pèse. Et de fait, ça contribue à majorer aussi les problématiques circulatoires. Vas-y Maud pour l'écran. Alors du coup, au niveau de l'écran, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure sur le schéma d'installation générale, mais on va le revoir de manière plus détaillée. Ce qu'il faut, c'est avoir les yeux au niveau du haut de votre écran. Alors, avoir soi-même, c'est pas forcément évident, donc ça peut valoir le coup de demander à quelqu'un, de vous regarder de profil et de voir si vous êtes à la bonne hauteur. D'avoir un écran un petit peu incliné aussi, ça peut éviter certains reflets, puis ça vous permet vraiment d'avoir l'écran bien de face. Au niveau de la distance, du coup, Valérie vient de vous dire qu'il fallait un plan de travail de profondeur 80 cm. Ça, c'est entre autres pour pouvoir positionner l'écran suffisamment loin parce que ce qui est préconisé, c'est que la distance entre vos yeux et votre écran soit de 50 à 70 cm. Donc vous voyez que la fourchette est quand même suffisamment large. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous préférez. Mais au niveau du repère, en fait, ça va être quand vous tendez votre bras droit devant vous, il faut que vous puissiez plus ou moins toucher votre écran. Voilà pour le repère. Alors ensuite, on vous a aussi indiqué qu'il vaut mieux que l'écran soit perpendiculaire à la source de lumière naturelle, mais ça, on va redétailler un petit peu tout à l'heure la partie luminosité. Du coup, je laisserai Valérie vous en parler. Ça peut aussi être important de régler les différents régler les différents réglages qui sont possibles sur votre écran, à savoir l'intensité lumineuse, le contraste, la fréquence de régénération de l'image, la taille de la police. Donc tout ça, c'est des réglages qui peuvent vraiment faciliter et vous soulager au niveau du confort visuel et donc limiter la fatigue visuelle. Ce qu'il faut éviter aussi, ça va être l'écran contre un mur. Alors ça, pour quelle raison? En fait, c'est que quand vous regardez votre écran, ça veut dire que vous regardez toujours à la même distance, donc ça veut dire que c'est toujours les mêmes muscles oculaires, donc les mêmes muscles des yeux qui vont être contractés, comme tout à l'heure quand on parlait de travail musculaire statique, sauf que là on va parler des muscles au niveau des yeux. Si jamais vous êtes directement contre un mur, ça veut dire que même quand vous regardez au-dessus de votre écran ou à côté, vous êtes à la même distance. Donc ça reste les mêmes muscles qui sont sollicités. Donc quand vous avez 1 mètre, 2 mètres, voire idéalement une fenêtre sur le côté pour que vous puissiez regarder au loin, ça permet assez naturellement de regarder au loin et donc de soulager certaines des contraintes au niveau des muscles oculaires. Alors ça, c'est vrai que dans les bureaux faits exprès, donc au travail, c'est souvent le cas, en tout cas ça peut être le cas. Quand on est en télétravail, qu'on est à domicile, c'est vrai que régulièrement, on fait en sorte que le bureau il soit dans un coin pour pas prendre trop de place dans l'environnement domestique et du coup c'est plus compliqué d'avoir cet écran comme ça avec un champ de vision un peu dégagé devant soi. Ensuite, un autre élément qui est important parce que les personnes qui en portent sont souvent embêtées, c'est que quand on porte des verres progressifs, ça va être nécessaire d'abaisser un peu votre écran. Donc on oublie le haut de l'écran à la hauteur des yeux, on le baisse un petit peu pour pouvoir regarder dans la partie basse des lunettes. Voilà pour l'écran. Donc, il arrive aussi qu'on travaille avec 2 ou 3 écrans. C'est de plus en plus courant, ça aussi. En fait, le secret, pour éviter les sollicitations des cervicales et d'avoir à tourner la tête, et ça c'est vrai autant avec un écran, 2 écrans, 3 écrans ou 10 écrans, l'idée c'est, si je veux éviter de solliciter mes cervicales, il faut que tout ce que je dois consulter visuellement soit dans mon champ de vision. C'est ce qu'explique que Maud vous disait, quand vous avez un écran qui soit en face de vous, de manière à ne pas avoir à tourner la tête si votre écran est de ce côté-là. Vous voyez qu'à chaque fois, je dois solliciter mes cervicales. Alors s'il est devant moi, mes cervicales sont dans leur posture naturelle. C'est exactement le même état d'esprit quand on a 2 ou 3 écrans. Comme on fait en sorte qu'ils soient dans le champ de vision, l'idée c'est de régler leur hauteur de la même manière que quand on a un seul écran, à savoir les 2 ou 3 écrans, leur niveau supérieur au niveau des yeux, les accoler les uns aux autres de manière à réduire et à faire en sorte qu'ils soient dans le champ de vision justement. Et après, plus on a d'écran, plus c'est compliqué, on est bien d'accord. On est plus souvent sur des configurations écran double. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vos écrans soient à la même hauteur, que cette hauteur-là, elle soit réglée au niveau de la hauteur de vos yeux et que les deux soient dans votre champ de vision. Dans le schéma de gauche, on se rend compte que les 2 écrans sont vraiment
tous les deux, enfin l'espace entre les deux est pile en face de soi. Après, ça dépend de son activité. Si sur vos deux écrans, vous en avez un que vous utilisez particulièrement souvent et un autre qui sert plus de consultation ponctuelle, privilégiez celui que vous utilisez le plus souvent plutôt en face de vous et l'autre à coller, mais un peu plus sur le côté. Voilà, à ajuster aussi en fonction de l'activité et du besoin de chacun. Alors ensuite, maintenant, on va parler de tout ce qui est ordinateur portable, tablette tactile. Donc vraiment, premier point qui est essentiel, c'est qu'un ordinateur portable, c'est un outil, et une tablette d'ailleurs, ce sont des outils qui sont nomades et donc qui sont pas adaptés à un travail de longue durée. Donc, portable, le but c'est de pouvoir le porter facilement, le déplacer. Donc ça reste un outil nomade et on peut pas travailler à temps plein sur un ordinateur portable parce que ça permet ni de conserver le réglage dont on vous a parlé, à savoir avoir les yeux à la hauteur du haut de l'écran. Clairement, quand vous avez un ordinateur posé sur votre plan de travail, ça permet pas ce réglage et du coup, vous êtes toujours en train de solliciter les cervicales. Et en plus, au niveau de l'appui de l'avant-bras, ça peut être compliqué parce que si vous n'avez pas de souris ou de clavier en plus, parce qu'il va falloir utiliser le petit pavé tactile, du coup, l'appui de l'avant-bras est quand même plus compliqué. Donc, tout ce qui est ordinateur portable, tablette tactile, l'idéal c'est d'utiliser avec une station d'accueil et avec un écran fixe, comme vous le voyez sur la photo qui est en bas à gauche, ou alors un rehausseur et un bras articulé. Mais un des points qui est vraiment essentiel et principalement pour les personnes qui sont en télétravail, en fait, régulièrement c'est quand même un ordinateur portable que ces personnes utilisent. L'idéal, c'est vraiment d'avoir et un clavier et une souris déportée pour pouvoir ensuite rehausser l'ordinateur, avoir la bonne hauteur et puis pouvoir avoir les avant-bras en appui sur le plan de travail. Non, parce que je me disais, effectivement, si on surélève l'écran portable, mais qu'on n'a pas de clavier déporté, ça, c'est pas mieux que ça. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ne vous embêtez pas à le surélever. Si vous n'avez pas de clavier et de souris déporté, ça n'aura pas de valeur ajoutée. Si, vous aurez mal aux épaules plutôt qu'aux cervicales. À vous de choisir. Mais voilà, pour dire que ça n'a de sens que si effectivement on a à sa disposition un clavier et une souris déportés, pardon. Alors, parlons-en clavier, souris et téléphone. Je ne l'ai pas verbalisé tout à l'heure, mais la prévention du syndrome du canal carpien, je vous avais dit que je vous donnerais des astuces là-dessus, c'est justement de ne pas avoir un appui prolongé sur le talon de la main. Et du coup, ça va être pallié par ce que vous a dit Maude, à savoir un appui de l'avant-bras au niveau du plan de travail ou du plan de travail et de l'accoudoir. Si vous avez tout votre avant-bras qui est en appui, votre appui ne sera pas centré sur le talon de votre main. Donc, ça veut dire que quand vous utilisez votre souris, il faut que votre avant-bras soit en appui sur quelque chose, soit le bureau, soit bureau plus accoudoir, de manière à ce que votre bras il soit vraiment en posture naturelle et que l'appui se répartisse sur l'ensemble de l'avant-bras. Sachant que c'est important d'avoir une souris qui est adaptée à la taille de sa main. Alors ça paraît drôle aussi parfois, mais il nous est arrivé de voir dans les entreprises, en particulier une situation qui m'avait marqué, c'était des commerciaux donc qui étaient tout le temps en déplacement, etc. Donc qui avaient un ordinateur portable qui était leur outil nomade principal, et pour éviter que ce soit trop lourd, que ça prenne trop de place, on leur avait mis à disposition des mini souris. Et le problème, c'est qu'en fait, ok, très bien, ça prend pas de place, c'est pratique, etc. Sauf que la mini souris, elle obligeait le salarié à avoir la main toute recroquevillée comme ça pour pouvoir l'utiliser. Et finalement, il commençait à avoir mal au poignet. Donc, vous voyez que si on n'a pas, il faut vraiment que la souris, elle soit faite de manière à ce que votre main soit dans sa posture naturelle. Donc, ni trop grosse, ni trop petite. Très souvent, les souris standards, elles conviennent à la majorité d'entre nous. Mais si vous sentez que ça force, parce que c'est trop petit ou trop gros, n'hésitez pas à demander éventuellement à en changer. Au niveau du... Ouais, t'as une question, j'arrive. Au niveau du clavier. Le clavier, même chose. Pour éviter qu'on ait le talon de la main qui appuie sur le bureau, donc on est d'accord, on appuie l'ensemble de l'avant-bras, et l'idéal, c'est que votre clavier soit plat. Vous avez tous sur vos claviers les petites patounettes là, qui vous permettent de le mettre, de l'incliner. Alors ces patounettes, elles avaient pour vocation de permettre l'inclinaison du clavier pour éviter les reflets sur les touches. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est principalement équipé de claviers sombres, donc noir, gris, etc., et mat, ce qui fait qu'on a plus de problème de réverbération de la lumière.
Donc je vous invite, si ça vous convient, à enlever les pattes et à mettre votre clavier à plat sur votre bureau, ce qui va vous permettre d'avoir le bras dans sa posture naturelle et de fait d'éviter les hypersollicitations du poignet et en particulier la compression du talon de la main sur le bureau. Enfin, le téléphone, là c'est simple entre guillemets, c'est que l'idéal quand on utilise beaucoup le téléphone, vu qu'on a besoin de nos deux mains, soit pour écrire, soit pour taper avec le clavier, et que donc on a tendance à juste titre à le caler ici, l'idéal c'est d'avoir à votre disposition un casque qui va vous permettre du coup d'avoir vos mains libres, de ne pas être sollicité au niveau des cervicales et de pouvoir du coup prendre vos notes, etc., tout en assurant votre conversation téléphonique. Après, je fais juste une parenthèse. Dans le cas où vous êtes seul dans votre bureau ou en télétravail, quand vous êtes seul à la maison, n'hésitez pas, pour éviter ça, à mettre le haut-parleur dès lors que ça va gêner personne et que vous ne perdez pas en qualité d'écoute non plus. Voilà. Maud ? Alors, du coup, au niveau des porte-documents, donc ça c'est pour quand vous avez besoin de lire en même temps que vous travaillez sur votre ordinateur, soit de lire, soit également de prendre des notes. Donc quand vous avez juste besoin de lire, c'est vrai que la plupart des personnes, nous les premières, si on s'était jamais intéressé au sujet, on va avoir tendance à poser ses feuilles devant son clavier, donc être soit puis la feuille qu'on est en train de lire, puis le clavier, puis l'écran. Donc ça, comme vous imaginez, enfin vous me voyez venir, c'est qu'on va toujours être en train de solliciter les cervicales pour se baisser, pour lire ce qu'on est en train de regarder et pour redresser la tête. Du coup, l'idéal, c'est de plutôt placer les documents que vous avez besoin de visualiser sur un porte-document qui est situé près de l'écran et à peu près à la même hauteur. Donc à gauche, vous voyez un système là de page-up qui permet juste à une feuille de tenir droite à côté de l'écran. Donc ça, voilà, pourquoi pas, il y a d'autres systèmes qui existent. Et ensuite, en haut à droite, vous voyez plutôt un porte-document qu'on peut faire de manière artisanale en retournant par exemple un classeur. C'est un genre de petit plan incliné que vous allez venir positionner entre votre clavier et votre écran et sur lequel vous allez poser les feuilles que vous avez besoin de lire. Si vous avez juste quelques annotations à faire de temps en temps, ça va vous faire solliciter le bras, mais c'est quand même mieux que d'être toujours en train de bouger la tête. Donc voilà, il faut prévoir une petite cale pour que les feuilles glissent pas et tout ça, mais vous pouvez largement en improviser un à placer entre votre clavier et votre écran. Après, il y a d'autres systèmes un petit peu plus élaborés qui peuvent exister, à savoir que c'est des espèces de petits plans de travail coulissants qui vont venir coulisser par-dessus le clavier. Donc comme ça, quand vous êtes en train de taper, vous pouvez glisser vos mains sous ce plan de travail et vous pouvez avoir par-dessus un document sur lequel vous pouvez faire des annotations au fur et à mesure. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas vraiment l'emplacement idéal pour les documents, c'est entre votre clavier et votre écran et non pas au plus proche de vous. J'en profite pour rebondir, c'est l'occasion parce que en regardant le support qu'on a en bas à droite, qui est un peu volumineux, ça arrive souvent que des salariés demandent qu'on leur mette à disposition des porte-documents et en fait, quand ils les reçoivent, ils s'aperçoivent que c'est ultra volumineux, que finalement ça les gêne plus qu'autre chose et c'est mis de côté et c'est des choses qui peuvent être onéreuses. Donc, si des employeurs nous entendent ou des responsables de services généraux ou tous ceux qui sont concernés et qui peuvent passer le message, avant d'acheter quoi que ce soit, testez-le. Demandez à un commercial de venir, de vous présenter le matériel, et ça c'est vrai pour les sièges, c'est vrai pour les bureaux, c'est vrai pour les porte-documents, pour les casques audio. Si on veut éviter de jeter l'argent par les fenêtres, et après de se dire mince, on a mis à disposition des choses qui servent pas, c'est pas que les gens veulent pas les utiliser, c'est que c'est pas adapté. Donc vraiment, on vous invite à tester. Vous pouvez exiger d'un commercial de vous envoyer un modèle ou plusieurs, ou de venir vous présenter le matériel, parce que sur un page-up à 10 €, je dis n'importe quoi, c'est peut-être moins embêtant, mais sur un porte-document qui peut vite monter à 150, 200, 300, 400 €, franchement, ça vaut le coup de tester. Et les sièges, c'est hyper important aussi de les faire tester, parce qu'il faut que vous soyez sûr avant d'investir que ils sont adaptés et adaptables à chaque utilisateur et qu'ils soient pas compliqués à régler, parce que sinon les gens les règlent pas. Et nous les premières, pour le coup. Ouais. Alors, avant de passer à la suite, oui. On a eu quelques questions, donc ça, on y répondra à la fin, parce que là, on en est déjà à 1 heure de présentation, donc il va falloir qu'on accélère un peu pour la suite, pour essayer de pas vous libérer trop tard.
Donc, si jamais les personnes qui ont posé des questions sont toujours connectées, on y répondra à l'oral. Sinon, on vous fera une réponse, comme Valérie le disait en début de présentation, on vous fera une réponse par mail, éventuellement collective ou individuelle. Ouais. Ça, on verra. Voilà. Du coup, on va enchaîner. Enchaînons. Allez, à toi. Au niveau de l'imprimante, donc c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, l'imprimante, en fonction de là où on la dispose, elle peut être quelque chose de positif comme quelque chose de moins positif. Ce qu'il faut se dire, c'est que si votre imprimante se trouve sur votre bureau parce que pour des questions de confidentialité, de praticité, ou vous avez une imprimante sur le bureau, l'idéal c'est que la sortie soit sur le devant pour éviter d'aller chercher les documents par-dessus. Et dans l'idéal qu'elle soit pas trop bruyante parce que ça peut vite être gênant. Après, on voit souvent dans les entreprises des grosses imprimantes qui sont déportées et qui sont partagées avec plusieurs personnes. Et là, le côté positif, c'est qu'on peut l'isoler du coup des zones de travail pour limiter le bruit et le dérangement que ça peut occasionner. Et ça permet aussi, ce que je disais tout à l'heure, ça vous permet aussi de bouger quand vous allez chercher vos documents à l'imprimante et du coup de vous dégourdir les jambes, etc. En gros, pour faire simple, dans la disposition de votre bureau, il y a 3 espaces. Il y a la zone qui fait la longueur de votre avant-bras, qui va être là où vous allez positionner votre clavier, votre souris, donc ce que vous utilisez tout le temps. Ce qui est au niveau de la longueur de votre bras, c'est là que vous allez avoir entre autres votre porte-document, mais ce que vous consultez sans forcément le toucher ou de manière ponctuelle, et tout ce qui est au-delà de la longueur du bras, pour éviter d'avoir à se pencher et solliciter le dos, ça va être tout ce qu'on touche jamais, à savoir l'écran par exemple. Ça peut être, si vous n'avez jamais d'appel, ça peut être votre téléphone. Par contre, si vous avez souvent des appels et pas de casque, vous allez le rapprocher plutôt côté porte-document, voire dans la zone clavier-souris. Voilà, l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est à portée de la main, c'est ce qui va éviter de faire solliciter votre dos. Au fond aussi, ça peut être les classeurs d'archives, les trucs comme ça. Voilà pour faire simple. Maude ? Les petites idées pour le télétravail, du coup? Ah oui, alors, quelques petites idées pour le télétravail. J'étais en train de regarder les questions, donc j'avais un peu la tête ailleurs. Donc, on voulait quand même vous faire un zoom sur le télétravail. Les différents réglages dont on vous a parlé sont pas forcément possibles quand on utilise le mobilier qu'on a à disposition. Donc ici, on tient quand même à préciser que l'installation qu'on vous montre, on n'est plus sur le télétravail qui s'est mis en place dans l'urgence ou qui reste vraiment occasionnel, parce que ça va vraiment pas venir. Là, le siège, par exemple, avec le petit coussin, ça va pas venir remplacer un siège de bureau qui s'adapte vraiment avec plusieurs réglages. Mais en tout cas, quelques astuces qu'on vous donne quand même, si pour l'instant vous ne pouvez pas avoir de mobilier plus adapté. C'est si vous n'avez pas de siège de bureau, vous pouvez rehausser votre assise ou permettre le soutien lombaire en rajoutant des coussins, donc que ce soit en dessous de vous ou que ce soit dans votre dos, ça vous permettra d'être à la bonne hauteur. Si vous n'avez pas d'écran réglable en hauteur, vous pouvez le surélever, mais alors avec ce que vous trouvez, hein, on a mis des ramettes de papier, des boîtes à chaussures, mais voilà, vous avez sûrement plein de choses chez vous qui peuvent faire l'affaire. Donc ça va vous permettre de rehausser votre écran. Alors là, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, hein, si vous avez un ordinateur portable, vous rehaussez votre écran uniquement si vous avez une souris et un clavier déporté, sinon vous allez avoir les bras en l'air tout le temps et ce sera absolument pas satisfaisant. Donc il y a cette alternative-là. Pareil pour les repose-pieds. Donc on vous rappelle juste que tout le monde n'a pas besoin d'un repose-pied. C'est vraiment pour venir compenser la différence de hauteur entre les pieds et le sol. Vous pouvez de la même manière improviser un marchepied avec des ramettes de papier, des boîtes à chaussures. Ok, on va accélérer un petit chouïa sur l'environnement de travail, parce que là on a parlé concrètement de l'installation. Maintenant il y a des éléments de l'environnement de travail sur lesquels on a moins la main, et à savoir température, bruit et luminosité, j'ai eu un trou. On commence par le bruit. Donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le bruit, donc on sait tous qu'il y a un seuil de bruit qui va être nocif pour les oreilles et donc qui va générer de la perte d'audition. Ce seuil-là, il est à 85 décibels, on n'en est pas là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que un bruit au niveau de 55 décibels, ce qui représente en gros la voix parlée, on va dire moyenne, va être générateur de perturbations pour la concentration. C'est ce qui explique que plus on partage un espace, plus c'est compliqué du coup de gérer le bruit, parce qu'il suffit que vous ayez 2 collègues qui parlent normalement, et pour autant, si vous avez une tâche de concentration à réaliser, elle va pas être simple à mettre en œuvre. En termes de sources de bruit, principalement, on a le téléphone, que ce soit la sonnerie ou que ce soit les entretiens téléphoniques des collègues.
On a nos propres conversations téléphoniques. On a les ventilateurs des ordinateurs qui peuvent aussi être bruyants. Et puis, on avait évoqué tout à l'heure au niveau des imprimantes, mais imprimantes, fax, photocopieurs, c'est sûr que même si elle est isolée, si votre bureau est juste à côté, ça peut être gênant, de surcroît si elle fonctionne beaucoup dans la journée. Au niveau du télétravail, on a d'autres sources de bruit éventuelles. Ça peut être les enfants. En confinement, on l'a tous, on est pas mal à l'avoir connu. Les animaux éventuels avec le toutou qui va aboyer derrière, par exemple. Ça peut être des voisins qui font des travaux. Ça peut être du bruit dans la rue, des camions, etc. Comment on peut réduire ce bruit? Donc, l'idéal, c'est de pouvoir isoler les équipements bruyants. C'est ce que je reprends mon exemple d'imprimante photocopieur qu'on met plutôt dans un couloir plutôt qu'au sein même de l'open space ou dans une pièce qui peut éventuellement se fermer. Quand il s'agit de la ventilation des ordinateurs, positionnez l'unité centrale le plus loin de vous et pour le coup, on vous suggère sous le bureau. Au niveau des téléphones, quand on est dans un espace partagé, c'est évidemment de ne pas mettre la sonnerie à fond les ballons, mais plutôt de la mettre au minimum, audible évidemment de vous, et plutôt privilégier les sonneries graves, qui vont être moins gênantes que les sonneries aiguës. Maud vous a parlé de la recrudescence de moquettes. On est typiquement dans ce cas-là parce que la moquette est un matériel absorbant et du coup va contribuer dans les espaces partagés à réduire le bruit. Non seulement le bruit qu'on a évoqué tout à l'heure, mais ça va aussi amortir les bruits de pas, de salon, etc. Mais après, il peut y avoir des revêtements muraux ou au niveau du plafond qui vont contribuer aussi à réduire le bruit. Décloisonnement adapté entre les postes de travail. Donc là, pareil, il existe juste des petits, c'est ça les claustras? Voilà, des petits claustras, des semi-cloisons, ouais. Si c'est pas ça, vous nous direz, ou des cloisons toute hauteur, peu importe. Mais en tout cas, le cloisonnement entre les bureaux peut aider à réduire la prolifération du bruit. Et puis, quand on est en open space, de surcroît, plus il y a du monde dans l'open space, plus on va se gêner les uns les autres. Donc, c'est important de prévoir une zone de travail à l'écart. Alors, qui peut avoir un intérêt dans les deux sens, soit pour que les gens qui sont au téléphone puissent s'isoler, soit à l'inverse, pour les gens qui ont besoin de faire un job qui nécessite de la concentration, puissent se mettre à l'écart du bruit. Encore un des avantages du télétravail, c'est que ça permet aussi souvent d'être plus au calme, mais d'où l'intérêt d'être dans une pièce dédiée aussi, de surcroît s'il y a la famille qui est à la maison, pour justement se couper du bruit de la vie de la maison, quoi. Je sais plus si c'est qui la lumière. Si c'est moi la lumière? Oui, c'est moi la lumière. Et l'environnement. Au niveau de la lumière, plus l'éclairage est homogène, moins la sollicitation des yeux est importante. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si, au niveau de votre poste de travail, vous êtes dans la pénombre et que quand vous vous déplacez à l'imprimante, vous passez par des zones qui sont ultra éclairées et inversement, à chaque fois qu'on change, que la luminosité change, les yeux sont sollicités. Donc, au même titre que vous êtes dans un environnement un peu sombre et votre écran lui est très lumineux, le passage d'un document par exemple ou de la vision ailleurs à votre écran, l'écart de luminosité va faire bosser vos yeux de manière particulièrement intense. Sachant qu'en termes de luminosité, c'est bien de privilégier la lumière naturelle. Par contre, il faut avoir dans l'idéal des stores à lamelles qui vont vous permettre de réguler cette lumière, garder un max de lumière naturelle en évitant les reflets, en évitant les éblouissements. Tiens, c'était le point d'après. Et éventuellement, si nécessaire, vous pouvez vous rajouter une petite lampe d'appoint quand vous en avez besoin parce que vous êtes sur une tâche qui nécessite d'avoir un peu plus de lumière dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Du coup, on revient sur notre installation. Donc, Maud, vous avez dit l'idéal, c'est l'écran perpendiculaire à la fenêtre. Donc, on le retrouve là sur ce schéma. Et en évitant d'être complètement collé à la fenêtre pour pouvoir éviter d'être gêné justement par l'intensité de la luminosité. Et ce qui est préconisé, c'est environ à 1,50 m de la fenêtre pour avoir vraiment que les bénéfices de la lumière naturelle et avoir un minimum d'inconvénients. Et puis ça, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi. J'ai parlé du fait que les bureaux étaient importants à avoir des surfaces mates et non réverbérantes. Pardon, je suis en train de perdre ma voix déjà. Donc, si vous avez la lumière juste au-dessus, ça sera forcément plus gênant que si elle n'est pas pile poil au-dessus de votre poste de travail. Donc là, vous le voyez. L'idéal en termes d'installation, mais souvent on a déjà les locaux et après il faut installer les bureaux ou les bureaux évoluent parce qu'il y a plus de monde, moins de monde, etc. C'est pas toujours évident. Mais l'idéal, c'est quand même que les bureaux soient entre deux sources de lumière et pas directement en dessous. Et après, on va pas rentrer dans le détail en termes de qualité d'éclairage,
mais c'est important d'avoir un éclairage relativement homogène et qui est le moins direct possible pour être le moins éblouissant possible. Alors, le dernier point sur l'environnement de travail, ça va être la température, mais on en parle de manière assez succincte. Donc déjà, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un bureau juste sous une sortie d'air et de climatisation, du coup en particulier. Tout à l'heure, quand on parlait des facteurs de troubles musculo-squelettiques, si vous vous souvenez, j'ai rajouté les facteurs d'ambiance, dont le froid. Donc c'est vrai que si jamais on a une source d'air froid qui arrive directement, par exemple, sur les cervicales, on va avoir tendance à se crisper davantage et ça va solliciter encore plus les articulations et donc favoriser l'apparition de phénomènes de type troubles musculo-squelettiques. Au niveau des températures, donc ce qui est important aussi, c'est d'avoir une température homogène, hein, comme pour la lumière dont vient de parler Valérie. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'homogène où on n'a pas tout le temps, où le corps n'est pas tout le temps en train de s'adapter aux nouvelles conditions. Donc l'idéal, c'est d'avoir une température, vous voyez que la fourchette est large, entre 19 degrés et 26 degrés. Alors c'est vrai que les problématiques, que ce soit de lumière, de bruit, de température, dans les open space, elles peuvent vraiment être majorées quand le réglage ne peut pas être fait en fonction des besoins vraiment individuels de la personne. Donc là, on va pas faire un speech sur les open space, mais c'est vrai qu'il y a entre autres ce genre de contraintes dans ce genre d'organisation. Ensuite, une humidité de l'air comprise entre 40 et 70 degrés, et puis il faut penser, voilà, régulièrement, au renouvellement de l'air. Alors, ensuite, on va reboucler avec la composante psychosociale dont on parlait tout à l'heure, parce que là, c'est vrai que tous les conseils qu'on vient de vous donner, ils sont vraiment axés sur le mobilier, donc plus sur les facteurs biomécaniques. Donc l'idée, et c'est ce qu'on vous a dit quand on a parlé des facteurs de risque, c'est si on veut vraiment prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques, il faut aussi s'intéresser à la composante psychosociale. Donc là, on vous a listé différentes questions. Le but n'est bien sûr pas de tous y répondre en même temps maintenant, mais en tout cas, c'est dans votre tête que vous pouvez vous poser cette question. Et de la même manière, aux managers aussi d'être attentifs à ce genre de sujets parce qu'ils vont contribuer à ce qu'on appelle les risques psychosociaux et donc avoir un impact, comme on le disait tout à l'heure, sur les troubles musculo-squelettiques. Du coup, au niveau des différents sujets ou thèmes sur lesquels on vous invite à vous questionner, c'est est-ce que vous avez la possibilité de diversifier vos tâches? Est-ce que vous pouvez faire des pauses actives? Donc, est-ce que vous avez la possibilité, voilà, de vous lever quand vous en ressentez le besoin? Est-ce que vous avez de la marge de manœuvre pour organiser votre activité? Est-ce que vous gérez des tâches connexes qui seraient perturbantes, donc des interruptions de tâches, des superpositions de tâches? Est-ce que vous bénéficiez d'une formation au logiciel utilisé? Ça, c'est vrai qu'il y a rien de plus agaçant en tout cas que de ne pas maîtriser les outils sur lesquels on doit travailler. Est-ce que vous avez une charge de travail qui est adaptée? Est-ce qu'il y a de l'entraide entre les salariés et au sein de l'équipe avec les managers? Est-ce que vous vous sentez reconnu dans votre entreprise? Ensuite, les 3 questions qui suivent, on les a ajoutées, entre autres, parce qu'on s'est dit que c'était ceux qui pouvaient ressortir du fait du télétravail, donc du travail au domicile. C'est est-ce que vous avez des échanges suffisants avec vos collègues et avec votre hiérarchie? Est-ce que vous arrivez à mettre en œuvre votre droit à la déconnexion? Donc voilà, sur certains créneaux horaires, alors on est et sur du droit et aussi sur du devoir finalement de déconnexion. Est-ce que vous arrivez à maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée? Voilà, donc ça c'est vraiment plein de sujets sur lesquels il faut se pencher quand on veut faire une prévention vraiment globale des troubles musculo-squelettiques. Et sachant que c'est une liste non exhaustive, hein, il y en a plein d'autres, c'était pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais en tout cas, on peut pas faire l'économie de s'interroger sur comment on vit son travail, comment ses collaborateurs vivent leur travail, parce que ça rentre à 1000% dans la problématique de troubles musculo-squelettiques. Effectivement, c'est bien l'aménagement, ça va régler un certain nombre de problèmes, mais ça ne va pas être suffisant. Quoi qu'il en soit, pour en arriver à notre conclusion de ce webinaire, ce que vous avez compris au niveau des installations et des contraintes biomécaniques, c'est qu'aucune posture, même notre petit bonhomme parfait, super bien installé, même cette posture-là, elle n'est pas idéale si elle est maintenue trop longtemps. Donc, le mieux, et vous l'avez compris, j'ai déjà dit plein de fois, c'est de pouvoir alterner les postures et de pouvoir, entre autres, faire des pauses actives, ça faisait partie des questions juste avant, et de pouvoir, quand vous en ressentez le besoin, et c'est ça qui est bien, c'est quand on a la possibilité de faire les choses quand on en ressent le besoin, c'est surtout de ne pas hésiter, de vous lever, de vous déplacer, de marcher un peu, et ça va contribuer aussi à réduire du coup toutes ces problématiques qu'on a évoquées. On en a terminé avec cette présentation. Avant de répondre aux questions, sachez qu'à la Gémetra, on peut du coup vous accompagner sur des questions de ce type-là.
On va vous envoyer le support de toute façon. Si vous avez des questions complémentaires ou que vous souhaitez qu'on vienne dans votre entreprise pour éventuellement discuter d'éventuels travaux qu'on pourrait réaliser ensemble, passez par votre médecin du travail, rapprochez-vous de lui, expliquez la situation et c'est lui qui fera le lien avec nous. Alors Maude. Alors, du coup, on avait quelques questions sur le matériel. Oui. Alors, j'ai vu un peu plus tard qu'il y avait une dame qui avait levé la main. Donc, c'est vrai que là, on va répondre seulement aux questions écrites, mais du coup, la personne a aussi posé sa question ensuite à l'écrit. Ouais. Alors, une question relative à la position de 2 écrans. Si je travaille sur un ordinateur portable, puis-je mettre un grand écran derrière l'ordinateur portable et plus en hauteur? Alors, à défaut d'avoir un support qui vous permette de les accoler, donc de surélever votre ordinateur portable. Et ça, à mon avis, vous faites ça parce que vous n'avez pas de clavier déporté ni de souris. Donc, comme vous avez besoin d'utiliser le clavier de votre ordinateur portable, ça peut être un compromis qui sera effectivement plus confortable, ouais. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est que vous êtes bien dans l'état d'esprit de tout avoir dans votre champ de vision. Après, le seul inconvénient, c'est que ça va nécessiter peut-être que votre tête, en passant d'un écran à l'autre, soit sollicitée elle-même, mais au moins, ça vous permet d'utiliser votre clavier. Ça remplace pas le fait de mettre l'ordinateur portable surélevé pour l'utiliser que en tant qu'écran et avoir clavier et souris déportés, mais c'est un bon compromis, effectivement, à défaut d'eux. Ok, alors on a eu une autre question, mais en fait on a abordé le point, mais c'est vrai qu'on l'a abordé un peu rapidement, donc on va pouvoir en reparler. C'est Monsieur Gonzalez donc qui nous dit que on n'aborde pas le cas où on a plusieurs écrans d'ordinateur, parce que vous travaillez sur 3 écrans. Alors on l'a abordé sur une diapositive. On va vous envoyer le support derrière. En tout cas, pour vous rappeler les grandes règles, l'idéal c'est que vous ayez tous les écrans alignés au niveau des hauts des écrans. Alors après, ça dépend aussi de si vous en utilisez certains en taille verticale ou pas, mais en tout cas, supposons que vous les mettez tous en forme horizontale, il faut que vous les aligniez tous, que vous ayez un écran de face, puis les 2 écrans sur les côtés, mais tous alignés au niveau de la hauteur de vos yeux. Après, c'est aussi dépendant de est-ce qu'il y a certains écrans que vous utilisez plus que d'autres. Donc voilà, ça correspond à ce qu'on avait dit. De toute façon, on vous enverra le support. Ça me permet de répondre à une autre des questions. On vous enverra bien le support à tous les participants à la fin. Donc, vous pourrez retrouver entre autres les éléments relatifs au travail avec plusieurs écrans. Il y a une image d'ailleurs sur triple écran. C'est schématisé sur une photo et vous avez l'explication qui vont avec. Donc, c'est garanti, vous aurez la réponse à votre question dans le support. Alors, ensuite, on a une autre question de Madame, alors je vais mal le prononcer je pense, Zengin. Que pensez-vous des souris verticales? Alors, les souris verticales, sur une souris classique, on est dans cette posture-là. Souris verticale, on est dans cette posture-là. Juste pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas. La souris verticale, elle est bien, mais elle convient pas à tout le monde. Donc, nous, on va partir, nous en tant qu'ergonome, attention, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, on est vraiment ergonome, on va partir du postulat qu'à partir du moment où une souris classique convient, restons sur la souris classique. Là où on voit souvent des gens qui vont avoir besoin d'une souris verticale, c'est quand ils commencent à avoir des douleurs. Donc, nous, de notre point de vue, on va plutôt privilégier la souris classique parce qu'elle correspond à la plupart des gens et plutôt orienter les gens vers des souris verticales en fonction de leur pathologie quand il y a des douleurs éventuelles de manière à soulager. Après, il y a plein de gens qui ont pas mal et qui ont des souris verticales, mais finalement, c'est tellement aléatoire, il y a plein de gens à qui ça va pas et c'est vachement plus onéreux. C'est aussi la raison pour laquelle on reste plutôt sur de la souris classique. Après, effectivement, à la moindre douleur, que ce soit au niveau des doigts ou au niveau des poignets, ça vaut le coup de tester. Mais là, comme pour tout le reste, testez d'abord et validez ou non après. Parce que parfois, des gens qui étaient bien avec des souris classiques qui ont voulu une verticale, ils ont eu mal avec la verticale. Donc voilà, ça vaut le coup de tester. Ouais. C'est vraiment la phase de test qui est essentielle. Après, ce qui est vrai que ce qu'il dit, c'est que la souris verticale, elle permet d'avoir l'articulation davantage dans une position de repos ou dans la position neutre, mais après, vraiment à tester par chacun, parce qu'il y a des gens à qui ça convient pas du tout. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, de toute façon, tout ce qui est matériel un peu spécial, et même le matériel classique d'ailleurs, de pouvoir tester et éventuellement avoir le choix entre 2 ou 3 modèles pour que ça puisse s'adapter à chacun. Ouais. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les ordinateurs, on l'a vu. Et je crois qu'on est bon. Alors voilà, il y avait une dame qui nous demandait si on allait envoyer le support, mais ça, voilà, ce sera fait. Ce sera fait. Et puis, j'en profite pendant que tu regardes les questions, pour vous dire qu'à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un mail avec un questionnaire de satisfaction. On vous invite à y répondre.
On vous invite à vraiment dire la manière dont vous avez ressenti les choses et à nous faire toutes les suggestions, parce qu'encore une fois, c'est notre premier, donc c'est hyper important d'avoir votre retour, autant sur les choses qui étaient bien que sur les choses à améliorer. Donc vraiment, n'hésitez pas, on compte sur vous pour nous faire un retour, pour vraiment nous améliorer au fil de l'eau. Donc voilà, j'en profite pour vous le dire, prenez les 2 minutes nécessaires à remplir le questionnaire, on a essayé de le faire le plus court possible, pour pas que ça vous prenne trop de temps, mais ça nous aiderait beaucoup d'avoir vos retours, quoi. Alors là, on a une question de Madame Kenya, du coup, à nouveau, qui nous dit j'ai lu des articles qui préconisaient une végétalisation des open space car les plantes vertes d'intérieur haute absorberaient le bruit. Avez-vous des informations à ce sujet? T'as des infos à ce sujet? Alors, moi non plus. Peut-être que ça va atténuer le bruit comme des moquettes et tout ça, mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément fait de recherche sur ce sujet-là. Donc, plutôt que vous répondre comme ça en fonction de ce qui nous passe par la tête, on va plutôt vous dire qu'on n'a pas d'informations à ce sujet. Non. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Si on utilise un PC portable et un écran à côté, comment fait-on? Il me semble que les écrans doivent être tous de la même taille. Alors, pour les écrans, en fait, si vous utilisez et un PC portable et un autre écran à côté, et que vous utilisez les deux, l'idéal, en fait, ça va quand même être d'avoir un clavier et une souris déportée que vous positionnez face à vous, et ensuite vous allez utiliser votre ordinateur portable comme si c'était un écran classique. Donc vous allez le rehausser pour que le haut de votre ordinateur portable et votre écran classique soient à la même hauteur, et ensuite vous avez un clavier et une souris unique pour commander les deux écrans. Là où ça peut être intéressant aussi, on l'a pas précisé parce que tu avais évoqué le réglage de l'intensité lumineuse, du contraste, etc. sur les écrans. C'est vrai que quand vous êtes sur plusieurs écrans, si vous arrivez, et le top c'est d'avoir les deux écrans de la même marque, enfin même modèle, même marque, parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir de l'homogénéité par rapport à ça, mais c'est bien aussi de tendre à ce que le réglage des contrastes, intensité lumineuse, etc. soit à peu près similaire pour ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire éviter de passer d'un écran ultra lumineux à un ultra sombre où ça va vraiment générer de la sollicitation visuelle. C'est l'occasion de le dire. Ouais, puis ça me permet, vu que tu parles de luminosité des écrans, de rebondir sur la question de Madame Gentes, qui nous demande s'il existe un réglage idéal pour la luminosité de l'écran. Alors non, parce qu'en fait, la luminosité de votre écran, elle va être à déterminer en fonction de la luminosité de votre espace. Le but étant d'avoir le moins de contraste possible entre la luminosité de votre écran et et la luminosité, de l'espace environnant. Ensuite, on a une question de Madame Alice Bernard. Que pensez-vous des coussins ergonomiques à positionner sur l'assise de la chaise? Alors, ça peut être une valeur ajoutée, effectivement. Après, si vous avez un siège de qualité en théorie, vous n'aurez pas besoin de ça. Maintenant, si vous avez un siège avec une assise un peu dure ou pas confortable, ouais, ça peut être un plus pour vous amener un confort supplémentaire. Attention à ce que ça vous surélève pas trop, ou en tout cas, réajuster le réglage de votre siège en parallèle. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au même titre que je vais aller un peu plus loin, il y a aussi des coussins qui peuvent se mettre au niveau des lombaires pour combler le creux lombaire. Là, pareil, si vous avez un siège qui est adapté et qui est réglable, vous n'en aurez pas besoin. Mais voilà, sachez que ça existe. Si vous pouvez, quand vous êtes assis au fond de votre siège, vous sentez qu'il y a un creux dans votre dos et que le creux n'est pas comblé, il existe des coussins qui peuvent se mettre dans le dos aussi, au même titre que ceux qu'on peut mettre sur l'assise. Ok, alors du coup, on n'a pas forcément une nouvelle question, on a eu une petite remarque, mais qui, je trouve, peut bien clôturer le webinaire, à savoir une personne qui nous dit que ça y est, elle va faire une petite pause active en allant se chercher un café et se déplacer un petit peu. Super. Donc voilà, en effet, ce qui est vraiment important, ça va être d'alterner, de régulièrement bouger pour pas trop faire durer la posture statique. Du coup, on va vous inviter à faire de même, hein. Allez faire votre petite pause active, allez vous boire un café, manger une petite brioche. En tout cas, merci pour votre présence.